Bien, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. La forme de cette audition est un peu particulière puisque c'est la première fois que nous pratiquons la formule de la table ronde. La règle que nous nous sommes imposée est que vous puissiez vous exprimer pendant une quinzaine de minutes. Peut-être que l'un d'entre vous a été désigné pour le faire, je ne sais pas. Et puis ensuite, monsieur le rapporteur Pascal Popelin se livrera à une série de questions. Vous pouvez vous répartir bien évidemment les réponses. Et puis, mesdames et messieurs les commissaires présents, vous posant les questions qu'ils souhaitent vous adresser. Euh, Auparavant, le règlement me demande, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de vous demander de lever la main droite et de dire je le jure. Très bien, je vous remercie. Nous vous remercions. Et donc nous allons vous écouter, en suivant la formule que vous avez peut-être choisie. Je ne sais pas comment vous avez décidé de fonctionner. Vous savez que cette commission d'enquête parlementaire a été demandée à la suite des événements tragiques qui se sont produits à Sivens. Il ne s'agit pas pour nous de revenir ou d'aller sur le terrain de l'enquête judiciaire, puisque les commissions d'enquête parlementaire n'a pas le droit de le faire, mais de regarder comment s'accomplit le maintien de l'ordre dans notre pays à partir d'un certain nombre d'événements. Pour ce qui vous concerne, c'est plus spécifiquement à partir du cas de Notre-Dame-des-Landes, mais et en même temps de regarder comment on pourrait éventuellement améliorer le maintien de l'ordre dans notre pays et apporter un certain nombre de modifications. C'est en tout cas l'objet de cette commission d'enquête qui doit formuler des recommandations à l'issue de notre travail. Qui veut... Voilà. Alors, si vous préférez la formule qui consiste à ce que monsieur le rapporteur vous se livre à une série de questions pour que vous puissiez y répondre, on peut commencer comme ça si vous le souhaitez. Si vous préférez cette formule, alors je passe la parole à Pascal Popelin. Oui, merci Monsieur le Président. Alors peut-être pour lancer nos échanges de ce matin, euh, quelques questions que je souhaite vous poser sur votre ressenti pratique des missions qui vous ont été confiées et de la manière dont vous les exercez. Donc, en ce qui concerne l'évolution récente de vos unités, puisque dans les différentes auditions qui ont été menées, nous avons compris qu'au cours de la période récente, au cours des années qui viennent de s'écouler, en particulier consécutivement à un reformatage des effectifs des forces de maintien de l'ordre, il y avait eu des réorganisations dans les effectifs des unités, de la manière dont vous les engagez. Donc, je voulais savoir pour vos propres unités, comment les choses se sont passées en termes d'organisation interne et, le cas échéant, si ces évolutions ont affecté, en plus ou en moins, l'efficacité de vos missions. Un des sujets sur lesquels nous travaillons également, c'est la question des équipements et des matériels et armements dont vous disposez. Donc là, c'est vrai que l'avis de ceux qui sont les utilisateurs de ces moyens nous importe, puisque là aussi, c'est un sujet qui fait régulièrement l'objet de débats. Un point aussi qui est apparu, et je pense que vous avez les uns et les autres une expérience opérationnelle sur un théâtre tel que Notre-Dame-des-Landes, c'est la question des missions de maintien de l'ordre de longue durée, qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines. Quel regard portez-vous sur les conséquences de telles missions sur le fonctionnement des compagnies, puisque ça implique des relèves, des transmissions de consignes, ça implique aussi de la fatigue, la connaissance du terrain et des interlocuteurs, avec du plus et du moins, j'imagine, parce qu'il n'est pas forcément bon d'être longtemps en contact
avec, dans les missions qui sont les vôtres et j'allais dire de nouer des liens privilégiés avec des gens face auxquels on est, mais en même temps, il peut être aussi utile de bien connaître les réactions de celles et ceux qu'on a en face. Donc là on est sur, d'une manière générale, l'évolution des modes de protestation et la manière dont vous considérez que cela crée des contraintes pour vous et dont on pourrait, le cas échéant, procéder par des réflexions sur l'organisation, la manière d'engager les effectifs, et essayer d'améliorer cela. Enfin, dernier thème sur lequel je souhaitais que nous puissions échanger. Vous êtes responsable d'unités qui sont spécialement formées aux opérations de maintien de l'ordre, et il arrive que des unités qui ne soient pas spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre soient engagées, soit avant, après ou à vos côtés. Je souhaiterais savoir l'appréciation que vous pouvez porter sur cette forme de mixité des unités dans les opérations de maintien de l'ordre. Et dans le même esprit, il y a aussi la présence d'unités de police judiciaire qui peuvent être dans des opérations de maintien de l'ordre pour, en particulier, interpeller des personnes se rendant coupables d'infractions ou de délits. Comment jugez-vous leur participation à ces opérations? Comment cela s'articule? Là, en l'occurrence, on nous a présenté, quand le préfet de police est venu détailler les modalités de mise en œuvre du maintien de l'ordre à Paris, cette mixité comme quasiment systématique dans d'autres opérations. Est-ce qu'elle existe? Si elle existe, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous en avez besoin? Au contraire, est-ce que ça vous gêne? Enfin, voilà un petit peu les points. Ça ouvre de manière large, je pense, notre discussion. Mais enfin, l'évolution récente des unités et la question à la fois des effectifs, de leur organisation, des équipements et des armements, la question de la longue durée et la question de la mixité d'emploi à vos côtés d'autres types de forces de police. Qui veut répondre? Allez-y, mon commandant. Il en faut un, donc je vais commencer. Allez-y, allez-y. Pour se lancer, ce sera peut-être plus facile après. Bon, l'évolution récente au niveau des effectifs dans les unités, oui, c'est vrai que les effectifs ont quand même diminué en nombre. Hein. Le format actuel d'une compagnie de CRS, une unité de service général telle que nous la commandons, c'est environ 132 personnels actifs. Hein. Ça veut dire 132 sur un effectif général, ce qui veut dire que sur un emploi en ordre public, nous fonctionnons sur une mesure d'ordre des 3/5, nous sommes à 81, 82 à peu près personnels sur l'ordre public. Alors, on peut parler forcément des effectifs, mais forcément, quand on a moins d'effectifs, entre guillemets, on a toujours notre mode de fonctionnement qui ne change pas. On s'adapte en fonction également de nos effectifs présents, mais nous avons notre modus operandi qui, lui, est toujours le même, et nous obéissons toujours aux mêmes règles d'emploi là-dessus. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il va de soi que moi, en tant que gestionnaire de l'ordre public et gestionnaire de l'homme, je suis plus heureux quand j'ai plus d'effectifs avec moi sur une manifestation d'ordre public qui éventuellement pourrait s'avérer délicate, ce qui n'est pas la majeure partie des opérations d'ordre public, puisque la majeure partie, il faut le dire, des manifestations se déroule quand même dans l'ensemble plus que correctement. Hein. Donc nous sommes là pour intervenir si jamais il se passait quelque chose de grave ou d'important. Et très souvent, nous, unité de CRS, nous sommes parfois en deuxième, voire en troisième rideau, puisque les autorités civiles, préfectorales notamment, estiment que la gradation de l'intervention des unités mobiles peut se faire au préalable, peut-être par des personnels en civil, des personnels en tenue du commissariat, et ensuite à nous d'intervenir. Voilà, donc je dirais qu'actuellement, nous sommes moins nombreux qu'à une époque, mais que nous arrivons quand même à faire face à nos missions, même si personnellement je préférerais être un petit peu plus nombreux, mais ça je pense que c'est, je
je dirais, le vœu pieux de tout chef de service de police actuellement, c'est de se voir renforcer ses personnels avec lesquels il travaille. Voilà, plus on est nombreux, et à mon avis, notamment en ordre public, mieux on assure les missions, et notamment en sécurité, autant pour nos personnels que pour également les récalcitrants en face, si jamais récalcitrants, ce qui est comme une minorité des manifestations, et une minorité également des gens qui participent aux manifestations, qui sont la plupart du temps très paisibles, faut le dire, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous, enfin, est-ce que l'une de vos compagnies a été sur le terrain à Notre-Dame-des-Landes? Oui, tous. Alors justement, vous venez de parler de manifestations qui en général se déroulent tout à fait normalement, où vous intervenez, comme vous dites, en deuxième ou troisième rideau quelquefois selon les consignes qui sont données par l'autorité civile. Est-ce que sur le site de Notre-Dame-des-Landes, qui est un site d'occupation longue, vous avez constaté des différences notoires entre le maintien de l'ordre auquel vous êtes habitué dans des manifestations ponctuelles et limitées dans le temps? Est-ce que vous avez constaté de grosses différences et quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour maintenir l'ordre dans le respect de la liberté d'expression? Oui? Merci, Monsieur le Président. Je vais compléter votre question parce que effectivement, on parle de durée dans le temps, mais aussi, alors moi je ne connais pas le site de Notre-Dame-des-Landes, mais peut-être aussi avec une dispersion des lieux d'occupation. Donc je pense que vraiment il y a une spécificité sur ce genre d'événement qui doit créer pour vous une nouvelle appréhension du maintien de l'ordre. Commandant Gomes? Donc, Monsieur le Président, sur l'engagement à Notre-Dame-des-Landes, pour ma part, avec la CRS 40, donc j'y suis allé 2 fois. Nous étions placés sous l'autorité du colonel commandant gendarmerie départementale et sous les ordres d'un GTC, lieutenant-colonel de gendarmerie mobile. La différence à laquelle vous faites allusion est réelle dans la mesure où, effectivement, comme disait mon camarade, nous évoluons principalement en zone urbaine, mais nous sommes également entraînés et, disons, habitués, entre guillemets, à évoluer de temps à autre en zone rurale. Bon, donc, ça ne nous pose pas de problème particulier dans la mesure où nous nous entraînons sur des sites divers, que ce soit des sites militaires, des villages de combat qui sont mis à notre disposition, des forts ou des friches industrielles, comme j'ai pu en connaître dans le Pas-de-Calais, quand je commandais la CRS de Béthune. Donc nous avons des sites tout à fait adaptés pour nous entraîner à évoluer en zone rurale, ce qui n'est pas notre premier emploi. Toujours est-il que pour ce qui concerne Notre-Dame-des-Landes, vous posiez la question de savoir ce qui différenciait pour nous beaucoup. Il est évident que nous sommes habitués à de grands regroupements de manifestants, des manifestations d'ampleur. Et Notre-Dame-des-Landes, effectivement, c'est une catégorie de manifestants différente, dans la mesure où il n'est pas facile déjà d'évaluer le nombre des gens présents sur le site, sur le site occupé. Et il est évident aussi que le fait d'intervenir en rase campagne nous crée une difficulté de localisation, forcément, des manifestants. Par ailleurs, cette difficulté est quand même partiellement compensée par les travaux de préparation des opérations que nous avons été à mener, dans la mesure où les dossiers, les réunions préparatoires faites par la gendarmerie et les dossiers qui nous sont présentés et confiés avant l'opération sont très bien faits, sont très complets, très détaillés, que ce soit au plan de la topographie, au plan des clichés photographiques, ce qui nous permet quand même d'évoluer dans de bonnes conditions, de jour comme de nuit, dans la mesure où ces documents sont tout à fait exploitables, très exploitables, et ils nous permettent de
de nous habituer plutôt rapidement et dans de bonnes conditions à la zone sur laquelle nous intervenons. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le fait d'évoluer à Notre-Dame-des-Landes, même si on n'est pas trop habitué à fréquenter des zones rurales, ne nous a pas, pour ma part, ne m'a pas posé de problème d'adaptation. L'adaptation de ma force, de mon unité, a été immédiate sur ce théâtre d'opération. Deux questions complémentaires. En fait, les compagnies républicaines de sécurité sur le site de Notre-Dame-des-Landes vous êtes leur responsable, vous êtes leur commandant, mais le commandement hiérarchique est accompli par la gendarmerie mobile, si j'ai bien compris. Vous êtes en soutien de la gendarmerie mobile. Oui, tout à fait. Nous sommes placés donc sous l'autorité du préfet du département et mis à disposition donc du colonel commandant le groupement de gendarmerie, qui est l'autorité habilitée à décider dans le poids de la force, le concepteur du service. Et nous sommes donc placés temporairement sous ses ordres pour toutes les actions que nous aurons à mener. Il y a également sous le commandant, le chef de groupement de gendarmerie, en fonction du nombre de forces, un échelon intermédiaire, un GTC de la gendarmerie, donc un lieutenant-colonel qui anime, qui commande un certain nombre de forces, qu'elles soient CRS ou de gendarmerie mobile. Ce qui était le cas quand je suis allé à Notre-Dame-des-Landes. À chaque fois, j'ai été placé sous les ordres directs d'un colonel. Et quand plusieurs unités sont engagées, les CRS mettent en place un groupement opérationnel ou un groupe de compagnie, un commandant de groupe de compagnie qui est représenté en général par un commandant de CRS ou par un commissaire de police qui a autorité également sur les unités. Mais dans le cas que j'ai pu connaître, j'étais directement placé sous l'autorité d'un lieutenant-colonel de gendarmerie mobile. Et une autre fois, j'étais placé sous l'autorité de mon collègue qui est ici, le commandant Lemuel, qui avait donc sous ses ordres l'ensemble des unités de CRS présentes. Avant de passer la parole à Pascal Poplin qui voudrait vous poser une question, vous avez évoqué les dossiers. Ça consiste en quoi un dossier? Vous dites la topographie et vous dites des photos. Ce sont des photos des manifestants, c'est quoi? Repérer? Je ne sais pas, je vous posais la question. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le... Oui. Donc ce sont des dossiers topographiques, des dossiers d'ambiance et donc des planches photographiques sur les axes, principalement sur les axes qui traversent, les axes routiers qui traversent la zone concernée et sur lesquels nous sommes amenés à nous rendre, soit pour dégager des barricades qui pourraient être mises en place, soit pour faciliter, pour Notre-Dame-des-Landes, faciliter la progression des engins de travaux publics qui étaient ce jour-là ou ces jours-là destinés à démolir quelques habitations qui avaient été listées au préalable par l'autorité supérieure dans le cadre du début des travaux de mise en place, de déboisement, etc. Donc c'était pour porter assistance et permettre le cheminement, la progression des engins de travaux publics, des camions, des grues, des pelleteuses, chargés de la démolition de certains bâtiments. Pascal Poplin. Si vous me permettez, en aucun cas, dans le cadre de ces dossiers, qui, je le répète, sont très complets et très bien faits, avec le rôle de chaque unité, le timing de l'opération du jour, il n'y a jamais de photographie, en tout cas je n'en ai pas vu, de photographie d'individus, de manifestants, puisque vous avez évoqué cette question. Juste en complément pour clore cette séquence, je pense, donc vous avez donné les effectifs de vos compagnies. Donc, dans ces cas-là, la compagnie est engagée en
en entier, combien de temps ça dure, et si j'ai bien compris, donc combien de temps ça dure, et à partir de là, pratiquement, l'hébergement, comment ça se passe. Et donc, si j'ai bien compris, les modes d'organisation du commandement peuvent être variables selon le moment. Tout ça, d'après ce que vous dites, que ce soit une direction gendarme, commissaire, commandant, il n'y a jamais de problème d'articulation. D'après ce que vous dites, il semble que non. Non, il n'y a jamais de problème d'articulation au niveau du commandement, puisque les rôles sont très, très précisés, très précis. Le colonel commandant le groupement de gendarmerie est le patron de l'ensemble du dispositif. Il a sous ses ordres des officiers de gendarmerie qui commandent les forces mobiles de gendarmerie, l'escadron, et il a parfois soit un commissaire des CRS qui est chef de groupement opérationnel dès lors qu'il y a plusieurs compagnies de CRS, ou un commandant fonctionnel, indifféremment, un commissaire de CRS ou un commandant de CRS qui n'est pas commandant de compagnie, qui commande les 2, 3, 4, on est monté jusqu'à 12 unités lors de la première intervention des CRS à Notre-Dame-des-Landes, 12 unités, et donc commandées par un commandant fonctionnel qui lui-même est sous l'autorité du colonel commandant la gendarmerie départementale. Donc il n'y a aucune difficulté au plan de l'organisation du commandement. Commandant Lemuel, vous vouliez intervenir. Oui, pour compléter le propos de mon collègue, c'est bon, vous m'entendez ? Voilà, Ouais. c'est mieux. Bien. Les missions sont déclinées du niveau conceptuel, donc l'autorité d'emploi, jusqu'au niveau de déclinaison, au niveau de la compagnie. Il ne faut pas oublier qu'on est service spécialisé à vocation nationale et que les compagnies, le plus souvent, arrivent un peu à la dernière minute. Donc le niveau du groupement opérationnel, c'est de préparer la mission en amont. Donc on assure tout ce qui est soutien logistique, vous me posiez la question tout à l'heure, également la conception de dossiers. C'est-à-dire qu'il y a dans le dossier que vous évoquiez, il y a des éléments contextuels, présentation de l'événement, de présence d'opposants, la dangerosité de la mission, et il y a une déclinaison de la mission globale au niveau de l'unité à laquelle est confiée telle ou telle mission. Donc on va lui désigner des objectifs, il y aura des plans de situation avec l'identification de l'objectif qui lui revient, sachant qu'elle arrive encore une fois à la dernière minute et qu'il s'agit de lui donner les outils pour assurer sa mission. Combien de temps dure la mission? C'est évidemment naturellement variable, mais plutôt l'ordre de grandeur, c'est quoi? La présence d'une compagnie sur le terrain, elle va être engagée combien de temps? Oui, dans l'hypothèse où la mission doit durer, c'est aussi la charge du groupement opérationnel d'assurer la relève de l'unité sur le terrain pour assurer la continuité de la mission. Voilà. Il est évident qu'à un moment, il y aura une usure qui va se produire au niveau de nos personnels, il faut leur permettre de se restaurer, d'aller se reposer, donc on en assurera un turnover de nos effectifs sur le terrain pour assurer la continuité de la mission. Commandant Belgassimi, vous vouliez intervenir? Appuyez sur le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Oui, je voulais simplement préciser concernant la durée de la mission. Il faut savoir que on est désigné donc soit par notre zone, soit par notre direction centrale pour effectuer la mission. Et on est désigné au dernier moment. Les compagnies se relèvent très rapidement. Donc, moi, j'y suis allé 3 fois à cette occasion, et 3 fois, c'était des missions d'une journée. Donc, on n'a pas de présence continuelle sur le terrain avec des missions qui durent. Hein. Les compagnies se relèvent très, très régulièrement et très rapidement. C'est simplement, en ce qui nous concerne, des interventions ponctuelles. Donc, on n'a pas de difficulté. Vous venez en appui de forces qui sont en permanence, ou c'est un turnover général? C'est un turnover général. Hein. Les compagnies, la plupart des compagnies qui sont intervenues sont restées entre 1 et plusieurs jours, mais il n'y a pas de compagnie qui reste en permanence sur la mission.
Voilà, je pense que c'est la question que vous vouliez. Mais là, vous auquel parlez on des répond. compagnies de CRS. Alors que les compagnies de gendarmes mobiles, elles, restent beaucoup plus longtemps. Alors, ça, Monsieur le Président, je ne peux pas vous dire. Hein, on intervient ponctuellement et puis on passe D'accord. d'une mission à une autre. Voilà, il faudrait leur poser la question. Vous ne vous parlez pas beaucoup entre gendarmes mobiles et CRS? Ça se passe très bien sur les missions, oui, oui, oui. La communication avec les unités, sur un gros service, on n'a pas trop l'occasion de se rencontrer entre unités. Comme me le disait mon collègue, la mission est préparée en amont par le groupement opérationnel avec, avec la gendarmerie nationale quand on intervient sur leur secteur. Le travail est préparé. Nous, on arrive avec une mission ponctuelle, précise et limitée. Donc limitée dans le temps, limitée dans l'action. Et on n'a pas l'occasion d'échanger avec les autres unités gendarmes à cette occasion, quoi. Mais les missions sont quand même préparées et on a des réunions préparatoires, soit auxquelles on assiste. D'ailleurs, à Notre-Dame-des-Landes, on a assisté tous les commandants avant d'effectuer leur mission, arrivent la veille, quand c'est possible, viennent la veille, assistent à une réunion préparatoire avec les services de police, la gendarmerie. Et c'est une préparation, enfin c'est une préparation de la mission qui aura lieu le lendemain ou le surlendemain. Voilà. Alors, des questions qui vont vous être posées maintenant par Guy Delcourt. Président, commandant, nous avons reçu l'ancien directeur de l'école de maintien d'ordre de la gendarmerie de Saint-Astier. Est-ce que vous avez le même type de formation en copier-coller, puisque donc il y a une intervention conjointe, et est-ce que les hommes ou les femmes sont formés dans les mêmes conditions? La première question. La deuxième question, de façon assez radicale, ce commandant pensait que dans des opérations comme Sivens ou Notre-Dame-des-Landes, il serait nettement mieux que les unités départementales de gendarmerie restent dans leur cantonnement et que ce soit les forces spéciales qui interviennent à la première nécessité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Troisième et dernière question. J'ai bien compris que dans le milieu rural, vous interveniez en force d'appui. Qu'en est-il dans le milieu urbain? Philippe Goujon a demandé à poser une question. Merci, Monsieur le Président. Juste un préalable, je pense qu'il ne serait pas inintéressant peut-être qu'on puisse nous montrer un des dossiers qui sont élaborés pour un maintien de l'ordre sur une mission, pour qu'on puisse voir de façon très précise comment ça se passe, ce qu'il y a dedans. Oui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, des actes de vos propos, que l'organisation pratique des CRS correspondait à un certain type de maintien de l'ordre, qui est un maintien de l'ordre plutôt traditionnel et classique depuis ces dernières décennies, si je peux dire. Vous êtes parfaitement adapté, ou d'ailleurs, c'est un modèle même, imité dans le monde entier, dans beaucoup de pays, en tout cas démocratiques. Or, avec les événements qui nous préoccupent, nous accédons à autre chose. Ce n'est pas tout à fait de la guérilla urbaine, mais ce n'est plus tout à fait ni du service d'ordre, bien sûr, ni du maintien de l'ordre classique auquel vous étiez habitué. Or, toute votre formation, votre organisation et les moyens de redisposer sont plutôt adaptés au premier type de maintien de l'ordre. Donc, comment, de façon un peu précise, avez-vous évolué pour passer d'un maintien de l'ordre à l'autre? Et notamment avec une question aussi, c'est que à partir du moment où il y a des actes violents de plus en plus forts qui existent dans ce type de maintien de l'ordre. Vous-même avez d'ailleurs un certain nombre de blessés, peut-être de plus en plus nombreux en vos rangs. Comment avez-vous des moyens, si je peux dire, adaptés, organisation, réglementation, etc., pour passer finalement aussi d'un maintien de l'ordre où, savoir que la première
premier objectif de maintien de l'ordre, c'est de maintenir les manifestants à distance, tout en les faisant se disperser. Alors que là, vous pouvez être dans une situation où il s'agit de personnes qui sont fixées, organisées, un peu encore retranchées parfois, et donc là, vous devez aller au contact pour, et de façon assez brutale, je ne sais pas, vous allez nous expliquer, pour faire partir ces personnes qui occupent un territoire, qui sont extrêmement protégés et prêts à employer des méthodes violentes, avec d'ailleurs des armes, enfin des engins, etc. Donc ça, c'est ma première question. Et est-ce que vos moyens, votre organisation, vos effectifs, votre formation sont adaptés à ce genre de mission aujourd'hui? Deuxièmement, est-ce que la liaison avec l'autorité civile vous paraît tout à fait adéquate? Ou est-ce que vous êtes parfois un peu trop laissé à vous-même? Est-ce que vous souhaiteriez que l'autorité civile soit plus présente, plus claire dans ses instructions, vous encadre davantage? Ou moins, je ne sais pas. Enfin, je vous pose cette question. Une autre question concernant les sommations. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ces troubles auxquels vous devez faire face, le type de sommation qui est le vôtre, enfin, et qui existe depuis très longtemps, est encore adapté, ou est-ce que notre type de sommation doit être mis en œuvre visuelle, plus sonore, de façon à ce que les sommations soient davantage comprises par les manifestants et qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pouvez nous faire part de la répartition de vos missions, de façon générale, entre les missions de maintien de l'ordre, de service d'ordre, de sécurisation, puisque vous n'êtes pas employé qu'en maintien de l'ordre? Est-ce qu'aujourd'hui, les missions de sécurisation ont diminué par rapport aux nécessités du maintien de l'ordre? Est-ce qu'il y a une stabilité dans la répartition de ces missions? Merci. Je vais répondre à la question relative à la formation de nos personnels, donc avec la référence à Saint-Astier. Les unités CRS, donc c'est destiné à gérer les maintiens de l'ordre les plus sensibles, et notamment l'emploi de la force dans toute sa gradation. Donc il est donc nécessaire pour nous d'avoir une cohésion maximale, de pouvoir maîtriser nos interventions. Donc il nous est nécessaire d'avoir des personnels qui soient parfaitement entraînés, parfaitement au courant de la législation concernant les moyens utilisés et concernant les manœuvres. C'est pourquoi, au niveau de la DCCRS, donc la formation se décline sur différents sites. Nous détenons des centres de formation sur Dijon, sur Toulouse, sur Rennes, où nous dispensons donc de la formation individuelle, de la formation collective. Donc cette formation est organisée au niveau national. Nous avons des référents. Nous envoyons nos fonctionnaires des différents services sur ces lieux de stage pour avoir une uniformité de formation qui ensuite nous sert lorsque les unités sont amenées à être regroupées sur un théâtre d'opération, ce qui nous permet d'avoir une unité de manœuvre et une efficacité maximale. Pour ce qui est des unités, nous avons également un système de formation interne au niveau des unités. Nous avons nos référents, nous avons nos sites d'entraînement, comme le disait mon collègue le commandant Gomez. Nous faisons un gros travail de recherche de sites, notamment sur les sites militaires, où nous pouvons progresser sur des sites à configuration urbaine, mais en zone rurale également, sur des sites pour pouvoir justement nous mettre en condition sur des dispositifs comme Notre-Dame-des-Landes. Voilà au niveau de notre formation. Si je peux me permettre, j'ajouterais qu'on a globalement sur une année 25 jours de formation par compagnie qui se déclinent en 3 périodes bloquées qui s'appellent des périodes de recyclage de l'unité, des unités. Ce sont des périodes de 3 jours, donc 3 fois 3 jours, auxquelles on accole des journées d'entraînement technique. Donc on essaie de faire en sorte d'avoir 3 fois 3 semaines, 3 fois une semaine répartie sur l'année, de façon à travailler à la fois les techniques et la cohésion de l'unité. À cela s'ajoute un certain nombre
de journées plus éparses, d'entraînement technique, d'entraînement au tir, qui ne se font pas forcément au niveau de l'unité complète, mais par section, par groupe, en fonction des besoins de formation des uns et des autres. Donc il faut retenir en gros une 30aine de journées de formation par an pour une unité. Et la direction centrale s'attache, malgré le très fort emploi qui nous touche d'année en année, la direction centrale s'attache à privilégier ces périodes bloquées de formation de façon à garantir la qualité de cette formation. C'est-à-dire que cette formation ne passe pas après le reste. C'est un point essentiel. La formation n'est pas vraiment considérée comme prioritaire. C'est toujours l'emploi, quel que soit le type d'emploi, qui est considéré comme prioritaire. Mais la formation est un point sur lequel, avec lequel on ne badine pas. Voilà. Pardon de vous relancer sur de la salve de questions que j'ai posées au départ, sur la question des matériels et des moyens dont vous disposez. Ont-ils évolué et vous paraissent-ils adaptés, en particulier à l'évolution des types de missions auxquelles on vous demande de faire face? Commandant Lemuel? Oui, Monsieur le Président. Donc, comme le disait mon camarade Christian Gomez, les périodes de formation chez nous sont sanctuarisées sur la volonté du directeur central pour bien montrer l'importance qu'il attache à la formation. Par ailleurs, le port et l'utilisation des divers équipements mis à notre disposition sont soumis à une habilitation initiale et à un recyclage régulier, de manière à vérifier la bonne technicité des personnels qui les servent. S'agissant des matériels, je pense que mes camarades qui sont encore en unité répondront mieux que moi, mais nos matériels me paraissent a priori parfaitement adaptés. Ils sont en tous les cas parfaitement maîtrisés et ils évoluent régulièrement en fonction de l'actualité, des risques auxquels on peut être exposé. Et au fur et à mesure, il y a une recherche, il y a une évolution de nos matériels adaptés à la menace à laquelle on est exposé. De quel type de matériel vous bénéficiez? Matériel de protection individuelle, matériel lacrymogène, qu'est-ce que vous voulez comme y compris ce qui peut. Il y a aussi la question des lanceurs de balles de défense, des flashballs. Tous ces sujets reviennent régulièrement. Alors il y a des choses qui sont en dotation chez vous, d'autres qui sont en dotation sur des unités non spécialisées. Ça me permet de relancer aussi cette partie de question sur l'emploi à vos côtés ou avant, après vous, ou en même temps, d'unités qui ne sont pas spécialement formées. Formées, c'est une autre question, parce qu'on a interrogé, on nous a expliqué qu'ils avaient aussi une formation. Mais ce que je souhaitais savoir, c'était votre appréciation. Bon, alors, il y a la question du matériel, hein, je commençais par là, mais aussi quand on mixe, pas forcément sur une opération comme Notre-Dame-des-Landes, hein, parce que là, on a bien compris que vous arriviez avec une mission ponctuelle, etc. Mais enfin, si on vous a demandé de venir parce que vous aviez les uns les autres une expérience à Notre-Dame-des-Landes, c'était parce que ça nous permettait de répondre à cette question de l'emploi des forces sur une longue durée et dans des configurations particulières. Mais au-delà de ça, nous, on traite la totalité de la question du maintien de l'ordre. Donc, cette articulation unité spécialisée, non spécialisée, nous intéresse aussi. Et votre regard dessus. J'ajouterai que cette question est d'actualité, puisque vous savez qu'aujourd'hui s'ouvre un procès, après l'énucléation, en tout cas de blessures graves, à la suite d'un tir de taser. De taser. Oui, Monsieur le Président. Concernant les moyens, nous avons nos moyens de protection. C'est-à-dire qu'il faut différencier, je dirais, les missions proprement parlées de maintien de l'ordre, telles que celui de Notre-Dame-des-Landes, dont nos fonctionnaires, c'est important, sont protégés. Pourquoi? Parce que nous devons également assurer la sécurité de nos propres personnels. Donc, dans le cadre du maintien de l'ordre, nous avons forcément les casques de maintien de l'ordre avec les visières qui protègent. Nous avons également des lunettes balistiques pour protéger des éclats éventuels ou de jets de cailloux, hein, mais on avons déjà la visière. Nous avons des gilets de protection. Nous avons également, chaque fonctionnaire de police est porteur également de son gilet pare-balles. Hein. Donc le gilet pare-balles protège, il ne protège pas que des balles, il protège également du reste. Donc les gilets également tactiques, donc c'est un petit peu une sorte de par-dessus que vous mettez avec des coques de protection sur les épaules. Hein. Nous avons des gilets par-coup qui sont encore plus volumineux, dont nous pouvons également équiper nos personnels, des jambières également.
Ce qui fait que normalement, un fonctionnaire est correctement protégé. Ensuite, concernant les moyens qui sont employés dépendent de la mission. Nous sommes à même de pouvoir déployer l'ensemble des moyens qui nous sont attribués en fonction de la nature de la mission. Là également, il y a une gradation. S'il ne se passe rien durant la manifestation, il n'y aura pas sortie de certains moyens, ni même utilisation de certains moyens. Après, en unité de maintien de l'ordre, telles que les compagnies républicaines de sécurité, tout se fait sur instruction du commandant de compagnie. Voilà. Dès le départ, il y a des fiches de perception de moyens et d'armement qui sont établies lors de la perception des moyens. Les personnels sont désignés nominativement. Ils ne peuvent pas prendre tel moyen s'ils ne sont pas qualifiés pour le prendre. Ensuite, sur le terrain, la mise à terre de ces moyens sera décidée par le commandant de la force publique. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas de lui-même, de facto, se dire « Tiens, je sors ça parce que j'ai envie de me faire plaisir et je vais faire comme ça parce que je suis mieux avec. » Non, c'est le commandant qui décide des moyens et forcément ensuite de l'utilisation des moyens. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit le président, effectivement, sur l'utilisation. Alors, je ne sais pas si c'est un flashball, peut-être. Peut-être un flashball. Bon, voilà. Nous n'avons pas de flashball déjà dans les compagnies républicaines de sécurité. Nous avons des LBD, le lanceur de balles de défense. Hein. C'est aussi dangereux. Qui peuvent être, je reconnais, dangereux, qui ne sont pas utilisés non plus comme ça n'importe comment. Les gens sont formés pour l'utiliser, donc on a un nombre délimité. En compagnie de sécurité, c'est 48 fonctionnaires qui sont habilités en ayant réussi cette habilitation, qui sont donnés par des formateurs. Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas cette habilitation, puisqu'ils n'ont pas réussi leur formation. Donc on n'habilite pas n'importe qui. Il faut avoir réussi une formation d'une journée avec un examen de passage. Si cet examen de passage n'est pas réussi, le personnel n'a pas ce LBD. Ensuite, ce LBD répond à des situations bien précises. Et en ordre public, sous notre autorité, ce sera encore également sous notre commandement. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire CRS ne pourra pas se permettre de prendre ce LBD et de l'utiliser si, par exemple, il estime qu'un récalcitrant à 20-30 mètres s'amuse à lui balancer des cailloux et que ça commence à, entre guillemets, à l'énerver de recevoir des cailloux, de lui-même, il ne pourra pas. Seul nous déciderons, également avec l'autorité civile qui est là, mais nous, en réponse à une agression, on peut décider. Et dans ce cas-là, les instructions seront données à ce personnel de faire usage de son LBD sur une personne bien déterminée et en répondant à des critères. C'est-à-dire qu'on ne peut viser que le tronc, c'est-à-dire que les parties génitales n'ont pas à être visées, ni également forcément le visage. Voilà. Donc, alors, c'est pas avant 10 mètres, donc c'est entre 10 et 50 mètres à peu près. Et quand je dis à peu près, c'est pas avant 10 mètres, hein, je suis bien précis. Quelqu'un qui vient en contact à 5-6 mètres, on ne fera pas utilisation du LBD, c'est trop dangereux, effectivement. Donc ça répond à des critères. Et chez nous, j'estime que les gens sont quand même correctement formés. Et la discipline et la cohésion propre à des unités spécialisées. Et quand j'ai unité spécialisée, c'est nous, compagnie républicaine de sécurité et escadron de gendarmes mobiles. Je mets également les escadrons de gendarmes mobiles, puisque pour moi également, ce sont des spécialistes de l'ordre public, sur la partie militaire, nous, sur la partie civile. Ces deux forces, pour moi, sont commandées par des gens responsables. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ce n'est pas commandé par des gens responsables, mais des gens responsables formés dont c'est le métier principal. Et nos personnels sont, je dirais, dans la cohésion, la discipline et la formation qui font qu'ils ne font pas n'importe quoi. Voilà. Alors, pour rebondir sur la mixité, mon collègue m'en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de mixité. On peut travailler à côté de certaines autres forces, comme avec les gendarmes mobiles, par exemple. Il va y avoir 2 escadrons engagés, une compagnie républicaine de sécurité à ses côtés ou à leur côté engagée, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais le commandant de CRS va commander ses effectifs de CRS. Les capitaines ou commandants d'escadron vont commander leurs effectifs. Après, c'est une autorité supérieure, elle va agir comme un organisateur, un responsable de géo. Pardon. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Quand il y a d'engager, si ça existe, des unités non spécialisées. Alors, les unités sont spécialisées, je vois où vous voulez en venir. C'est éventuellement, par exemple, des BAC ou autre unité qui viendrait peut-être en renfort. Plusieurs choses. Je précise ma question. Il y a effectivement la présence d'officiers de police judiciaire ou de policiers en tenue ou pas en tenue pour procéder à des interpellations dans des grandes manifestations quand il y a des casseurs, etc. Ça, c'est un sujet, mais aussi l'engagement pour exercer des missions de maintien de l'ordre d'unités qui ne sont pas des unités spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre. Ça existe, ça. Et c'est sans doute là qu'il y a le plus de problèmes. D'ailleurs, c'est ce que l'on constate depuis le début de nos auditions, c'est que aussi bien les CRS que les gardes mobiles sont formés
de manière très précise et très rigoureuse pour le maintien de l'ordre public, avec une doctrine qui n'a pas varié depuis plusieurs années, mais qu'en fait, ces personnels qui sont bien formés sont appelés dans un certain nombre de circonstances, mais dans d'autres, et qui sont finalement nombreuses, c'est la question de la sécurité publique, c'est là que se produisent en fait les accidents ou les bavures, puisqu'il faut l'appeler comme ça, parce que les personnels ne sont pas formés à ce maintien de l'ordre. Quand on Ils a peuvent posé la question, on commettre nous a des dit erreurs, qu'il y avait des formations, mais c'est sans doute pas le même type de formation aussi pointue et aussi élaborée que les vôtres. Enfin, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose, hein, on n'a pas les réponses. Commandant Lemuel. Bien sûr. Appuyez sur le... Pardon. Notre structure est pyramidale, c'est extrêmement encadré. L'utilisation des moyens est soumise à compte-rendu ultérieur. Toutes nos conversations, lorsqu'on donne des instructions, sont enregistrées et peuvent donner lieu à exploitation ultérieure. Et par ailleurs, on filme également nos interventions. On filme nos interventions. Alors, ça répond à plusieurs objectifs. L'un d'eux notamment étant d'offrir une alternative à l'interpellation immédiate, parce qu'à un moment se pose la question de l'opportunité d'intervenir. Parfois, ça peut être contre-productif à l'instant T et engendrer plus de désordre que ça n'a vocation à en corriger. Donc, auquel cas, on remet ultérieurement à l'autorité judiciaire les images qu'on a collationnées pour une exploitation ultérieure, une interpellation plus tard, à un moment où ça posera effectivement moins de problèmes. Donc, excusez-moi, Monsieur le Président, alors, mais c'était une partie oui, de la question. Oui, il y a deux questions qui Oui, doivent... mais on n'a pas répondu totalement à la mienne. Et comment on va passer aux autres, Oui. et qu'elle est en relation avec celle-ci, je voudrais bien que cette fois-ci avoir la réponse, parce que la fois d'avant, je ne l'ai pas eu non plus. Alors, vous pouvez la répéter peut-être, Merci, cette Monsieur le question, si Président, vous voulez parce être que entendu. vous venez d'aborder le sujet. Quand tout à l'heure, je vous disais, on a abordé force d'appui de soutien en milieu rural. Qu'en est-il en milieu urbain? Et vous venez de l'aborder. Par exemple, ce que dit le Président est exact sur certains dérapages. Bien sûr, ce sont des émissions de télévision et on les relative. On en est nous aussi victimes fréquemment. Mais n'empêche que certaines scènes ont montré des interventions incontrôlées de la BAC ont fait que la manifestation a dégénéré. Et vous n'avez pas pu répondre à cette question précisément. Est-ce sous votre instruction que pour l'interpellation, la BAC va intervenir, ou est-ce qu'elle intervient sur une instruction différente de celle de la coordination du maintien de l'ordre? Alors, commandant Melgassimi. Oui, je vais répondre. Concernant les interventions, les autres services, ils sont en aucun cas sous notre responsabilité ou sous nos ordres. Il y a un directeur de service qui est souvent donc, le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant. Nous, on est commandant de la force publique, on agit, on a autorité sur nos effectifs et c'est tout. Donc, les interventions qui sont faites en marge des manifestations par des effectifs du commissariat, enfin des commissariats ou d'autres services, sont faites donc à l'initiative du directeur du service. Voilà. Donc nous, on n'intervient pas dans ce domaine-là, mais par contre, ils ont toute leur utilité pour traiter à la marge toutes les groupes à risque ou les groupes qui posent des difficultés par des agressions, par de la casse, etc., qui ne sont pas forcément toujours liés à la manifestation elle-même, mais pas aussi parce que c'est l'occasion, ces rassemblements, de voir des gens intervenir qui ne sont pas forcément concernés par les revendications ou les problèmes qu'il peut y avoir, mais tout simplement pour de la prédation, quoi, hein, tout simplement. Donc, ils ont toute leur utilité et je veux dire même qu'ils sont nécessaires, complètement nécessaires. Alors, question de Michel Ménard et d'Anne Yvonne Ledin après. Merci, Monsieur le Président. Deux questions rapidement. Vous nous avez expliqué qu'une compagnie, c'était 131, 132 personnes, 80 opérationnels sur le terrain. Combien y a-t-il de compagnies en France? Donc ça, c'est ma première question, elle est courte. Deuxième question qui rejoint ce que nous avons commencé à aborder, mais je m'étais inscrit il y a déjà quelques temps, sur la mission de maintien de l'ordre. Tout est fait, quand vous assurez des missions de maintien de l'ordre, tout est fait pour éviter des morts ou des blessés, que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre, je n'en doute pas. La commission d'enquête a été mise en
place suite à un drame à Sivins. Et donc, d'ailleurs, suite à ce drame, le ministre de l'Intérieur a décidé d'interdire les grenades défensives. Oui, mais C'est grenade offensive. C'était défensive. Grenade offensive. C'était offensive, ouais. pardon. Enfin bon, ça montre bien que je ne suis pas un spécialiste maintien de l'ordre, mais la question ça m'a mené à la question précise, c'est les moyens dont vous disposez sont-ils adaptés et que proposeriez-vous comme adaptation si nécessaire? En termes de protection de vos personnels, vous avez déjà répondu, mais y a-t-il d'autres moyens plus nouveaux, modernes, dont vous ne disposez pas et dont vous auriez besoin pour maintenir l'ordre? Merci. Anne-Yvonne Ledin. Oui, chers collègues, messieurs, je reviendrai sur un, excusez-moi, sur un de vos commentaires tout à l'heure, une de vos informations. On a parlé de la formation, vous nous avez donné des chiffres, 3 semaines, même un peu plus. C'est important sur un volume, sur une année, c'est presque 1 mois sur 12 mois, c'est plus les mois de vacances. Donc on voit qu'il y a un gros investissement en matière de formation. Donc c'est bien et je vous en remercie. Mais ma question par rapport à la formation, et même par rapport aux questions de mes collègues ou de vos réponses, montre que le facteur humain est essentiel, la formation, la maîtrise, la compétence, mais on n'aborde pas la question de la réaction instantanée de la personne, c'est-à-dire de sa psychologie au moment où les choses se passent. Est-ce que les formations abordent ces questions? Parce que quand vos hommes sont en situation, il y a de la vitesse, de la proximité, un esprit d'analyse, une rapidité de réaction ou de non-réaction. Donc la maîtrise personnelle du sentiment de peur, du sentiment de mise en danger, pas seulement de la manifestation, de l'espace ou du métier, mais de la personne humaine que sont ces gens. Et donc, que sont donc le personnel. Et cette question-là, est-ce qu'elle est abordée? Comment elle est traitée en matière de formation? Parce que la réaction humaine, au bout du compte, c'est une personne qui lance quelque chose ou qui ne lance pas. Et la règle de 10 à 50 mètres que vous avez expliquée pour je ne sais plus trop quel explosif, merci, mais je pense qu'il y en a pour tous, mais à un moment donné, c'est quand même une personne qui agit. La question de la gestion de la peur, la question de la gestion instantanée de la réaction, de la maîtrise de son corps. Est-ce que c'est traité? Comment c'est traité? À quelle dose et à quel domaine? Et en situation ou pas? Enfin, ce sont des questions délicates, j'en ai bien conscience. Hein, mais je crois que c'est le cœur du dossier. C'est la réaction humaine. Et je ne doute pas que vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas progresser aussi un peu sur ce point et donc savoir ce qui se passe dans vos formations? Merci. Clotilde Walter. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais, pour ma part, aller au bout de la question de Guy Delcourt tout à l'heure. Vous nous avez bien expliqué que quand vous êtes sur le terrain dans une opération, chacun des dispositifs a son propre commandement, les escadrons de gendarmerie, vous-même et éventuellement les différentes structures qui interviennent. Mais Guy Delcourt, vous posez la question tout à l'heure de savoir effectivement quelles étaient de soulever la question des difficultés que pourrait générer l'intervention d'un dispositif particulier, d'interpellation, d'action sur le terrain, qui viennent simultanément, je dirais, ou qui interviennent simultanément à celles qui peuvent être la vôtre, qui peuvent être celles des opérations de la gendarmerie. Quand ça a cet effet de vous avez répondu à la question en disant que il pouvait être effectivement utile ou indispensable de procéder à ces interventions d'une autre nature que la vôtre, mais qui interviennent quand même sur un dispositif global et qui ont un effet sur ce dispositif global, malgré tout. Et est-ce que vous pensez ou comment vous analysez je dirais le résultat ou la façon dont ça peut dégénérer après, alors que l'opération en termes de maintien de l'ordre public au sens strict peut être
se passe bien ou sans trop de difficultés, et comment une intervention extérieure des forces de l'ordre au sens large, ou de la police ou de la gendarmerie au sens large, va perturber cette opération. Comment vous appréciez, je dirais, la conjonction des deux? Est-ce que c'est un problème d'appréciation au niveau de l'autorité de commandement qui dirige l'ensemble du dispositif, premièrement, et qui peut avoir une mauvaise appréciation des choses, c'est-à-dire sur un dispositif tenu au plan de maintien de l'ordre, fait intervenir quelque chose qui perturbe, voilà. Alors, je mesure bien qu'on peut avoir une perturbation que l'on a anticipée, mais comme elle est nécessaire, comme vous venez peut-être le dire, on y va quand même, je dirais, en assumant le risque de la perturbation. Ou est-ce que la perturbation peut être, je dirais, évitée, ou est-ce que plutôt il peut y avoir une difficulté pour l'autorité qui commande l'ensemble du dispositif et qui, je dirais, accepte ou provoque cette intervention en termes de coordination, apprécie mal la situation telle que vos hommes, sur le terrain, en maintien de l'ordre, peuvent ou auraient pu anticiper cette réaction? En clair, est-ce que les informations liées, je dirais, au sentiment qu'on peut avoir quand on est sur le terrain, est-ce qu'elles sont complètement intégrées, anticipées, mesurées au niveau de l'autorité de commandement sur l'ensemble du dispositif, et qui va permettre ou autoriser des interventions telles que celle-là? J'espère que j'ai été clair et que j'ai bien expliqué. Oui, je vais essayer de répondre, si vous me Allez-y, permettez, Monsieur le commandant. Président. Oui, pour compléter, hein, il y a un service, comme je disais tout à l'heure, il y a un directeur de service. Il y a une autorité civile. On obéit à l'autorité civile, sauf à être agressé ou à ne pas pouvoir tenir nos positions. Nous sommes disciplinés. Donc, quand on met un dispositif en place, on ne le bouge pas, quoi, sauf urgence et sauf cas grave. Donc, ces interventions qui sont faites en marge, elles sont pas décidées. On n'y est pas. Je veux dire, directement associé. Je veux dire que tant qu'on ne nous demande pas de bouger, on ne bougera pas. Donc voilà. Donc c'est comme ça que se traite le maintien de l'ordre. Il faut de la cohésion, il faut de la discipline, et puis c'est comme ça qu'on réussit, enfin qu'on essaye de réussir un maintien de l'ordre. Micro, s'il vous plaît, Guy Delcourt. Monsieur le Président, parce que c'est important et il faut qu'on ait cette réponse. Elle se fait en concertation avec vous, ou est-ce que l'autorité civile peut, sans vous concerter, demander, par exemple, à la BAC d'intervenir? Allez-y. Essayez de Oui, faire... juste pour compléter, parce que, comment dire, ce sont les hommes du terrain qui, entre guillemets, tiennent entre le dispositif de maintien de l'ordre, qui sont au mieux de sentir l'ambiance, je veux dire. Bon. Et on imagine, enfin moi j'imagine, en vous posant la question, que vous auriez pu, d'une façon ou d'une autre, sentir qu'un élément de perturbation extérieure allait conduire à des conséquences qu'on ne souhaitait pas, ou qu'il y avait un risque de perturber le dispositif, entre guillemets, tenu de façon correcte, et que cet élément de perturbation peut entraîner des effets collatéraux et peut-être dégénérer. Et justement, est-ce que ces éléments... Je comprends ce que vous dites quand vous dites qu'il y a un dispositif hiérarchique, il y a une autorité civile qui commande. Sauf que l'autorité civile, elle ne commande pas en l'air, elle ne commande pas, je dirais, sans tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, par conséquent, il y a des informations. Les informations d'ambiance, je mesure bien qu'elles sont subjectives et qu'on peut se tromper, qu'on peut penser qu'il y a des risques à faire telle ou telle chose et que finalement ça se passe bien. De la même façon, on peut considérer qu'il n'y a aucun risque et qu'il y ait des effets collatéraux. Effectivement, il y a ce que disait Anne-Yvonne Le Dain, et puis il y a des effets psychologiques, il y a des effets de réaction qu'on n'a pas anticipés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans le cas où ça dégénère, où on a des conséquences
des effets collatéraux, comme le décrivait Guy Delcourt, c'est parce que il y a une mauvaise appréciation, et ça existe, on met en cause personne en disant ça, de l'autorité civile quand elle prend sa décision, et que vous auriez pu, en étant sur le terrain et en maintien de l'ordre, susceptible d'en avoir le sentiment ou l'anticipation. C'était ça la question. Pour bien, parce que là aussi, la question, c'est pas parce que c'est l'autorité civile et parce qu'elle est en commandement qu'il ne peut pas y avoir de difficulté de ressentir une situation. Je crois que c'est ça la question. Je crois que la question, je crois qu'ils ont compris la question. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils y répondent sur la question de l'autorité civile. Ils sont liés par leur obligation de réserve, mais ils peuvent apporter ici, devant la commission d'enquête parlementaire, un certain nombre d'éléments. Oui, il y a Hugues Foura, je vais poser une question. Allez-y. Concernant la perception de la situation par l'autorité civile, par l'autorité habilitée à décider de l'emploi de la force ou par le directeur de service qui peut se trouver effectivement dans une salle de commandement. Il faut bien tenir compte du fait que tout le long de l'opération, nous rendons compte de ce que nous voyons. Nous rendons compte systématiquement, soit au commandant de groupe de compagnie ou commandant de groupement opérationnel ou à l'autorité civile qui, je le rappelle, doit être présente sur les lieux quand il s'agit de faire emploi de la force, de faire usage de la force. Elle ne doit plus être dans une salle de commandement, mais la loi lui impose d'être présente sur les lieux. Donc nous rendons compte en permanence de ce que nous voyons et de ce que nous pensons de la tournure des événements, de quelle peut être la tournure des événements. Et nous proposons, en plus, en qualité de commandant de la force publique, nous proposons à l'autorité civile, autorité habilitée à décider de l'emploi de la force, des modus operandi. Si l'autorité civile conserve la maîtrise des moyens à employer pour obtenir le but prévu, nous sommes des conseillers techniques et compte tenu de notre expérience et de nos habitudes, nous lui proposons des solutions d'intervention qu'il n'aurait pas forcément décidé lui-même. Donc il y a un contact permanent entre les acteurs de terrain que nous sommes, les commandants de la force publique et les décideurs. Donc il est très rare que le décideur, l'autorité civile ou le directeur du service n'ait pas une connaissance très précise de la situation et de son évolution. Commandant Guillou et commandant Lemuel, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, alors je voudrais rajouter le facteur humain, je suis d'accord avec vous, est très important, puisque en ordre public, ce n'est pas une science exacte. Ça tient beaucoup à l'humain, et je vous rejoins également là-dessus. Je vais répondre à votre question également. Pour répondre à votre question sur le facteur réaction individuel en ordre public, en unité de CRS, ça n'existe pas. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Lorsque, éventuellement, nous avons connaissance de personnel qui arrivent d'autres directions au sein des CRS et qui, éventuellement, avaient des habilitations flashball ou bac ou autres, tout de suite, ils sont formés et reformatés CRS de manière à ce qu'ils comprennent bien qu'en CRS, ce n'est pas le gardien lambda. Le gardien lambda n'existe pas. Il appartient à un groupe, qui lui-même, ce groupe appartient à une section, qui elle-même, cette section appartient à une demi-compagnie, qui elle-même, cette demi-compagnie appartient à une compagnie placée sous l'autorité d'un commandant. Voilà. Il n'y a pas de réaction individuelle. C'est quelque chose qui est prohibé. D'ailleurs, les moyens sont attribués en fonction également des capacités des uns et des autres. Si on n'a que 48 fonctionnaires formés au LBD, on ne prend pas les 48 les plus mauvais ou les 48 les plus fous. On va prendre les 48 les plus responsables, les plus à même de pouvoir se maîtriser. Donc les quelques excités qui éventuellement existeraient, il y a des places de conducteurs de véhicules aussi, où éventuellement, si on avait un souci, on pourrait les y mettre. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est le rôle des officiers, du commandant, de savoir également et de connaître ses personnels si jamais il avait un doute. Donc pour rebondir sur le facteur humain, je vous rejoins là-dessus complètement. C'est la différence entre des gros services tels que Nantes ou Notre-Dame-des-Landes, où là nous avons des escadrons, des compagnies, où le directeur du service agit sur 10, 12, voire plus encore de forces mobiles. À l'inverse, certains services d'ordre public où nous sommes simplement, nous, commandants d'unité, à la tête de notre compagnie, où nous avons un contact direct là avec l'autorité civile,
comme disait mon collègue, on peut lui proposer des solutions, voire éviter l'utilisation de certains moyens. Il m'est arrivé sur un des DSP qui me disait, commandant, vous pouvez grenader. Je dis non, monsieur, je vais attendre un petit peu parce que je sens le truc et je pense que ça va bien se passer. Et qu'avec un petit bond offensif, ça va m'éviter de balancer 5-6 grenades. Alors, le bond offensif, ça permet de faire reculer les personnes que vous avez en face de vous. Donc, c'est-à-dire que nous, on va faire un bond de 15 mètres, eux, ils vont faire 50 ou 60 derrière. Hein, parce que quand vous voyez une demi-unité casquée, tout équipée, bon, à moins d'être un peu farfelu, on n'a pas trop envie de rester en face. Donc, vous voyez, donc ce facteur humain, il est très important. Le problème, c'est que l'ordre public n'est pas une science exacte. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous et qu'on peut se tromper malheureusement. Maintenant, effectivement, ces gens-là sont formés. Ils sont quand même pas non plus des farfelus qui arrivent à la tête de DSP ou autres, qui sont des gens qui ont été confrontés à des services d'ordre délicats, voire difficiles durant leur carrière. Maintenant, c'est vrai qu'à la manœuvre, c'est pas évident de diriger X forces mobiles. Mais la perception, ils l'ont quand même. Maintenant, effectivement, nous, sur le terrain, et là-dessus, je vous rejoins, on perçoit les choses. Pourquoi ? Puisque mon collègue, lui, commande une compagnie depuis des années. Nous avons tous une expérience plus que conséquente en compagnie. La plupart sont en unité depuis le début de leur carrière en tant qu'officier. Hein. On fait lieutenant, capitaine adjoint, commandant de compagnie. Donc voilà. Mais le MO, effectivement, ça peut se sentir, ça se sent, parce que c'est l'humain en face. On ne gère pas certaines manifestations, par exemple en Corse, comme on les gère en Bretagne, comme on les gère ailleurs. Juste moi-même breton, le facteur humain, monsieur le président, je vous rejoins également là-dessus, vous pouvez avoir des connaissances en face ou des gens qui sont du même coin que vous. Et bien des fois, parfois, le fait de discuter simplement, même si derrière la tenue, quand je suis en tenue de maintien de l'ordre, je suis un représentant de la force publique, mais il n'y en a pas moins qu'il y a également un citoyen, quelqu'un qui habite tel endroit, et c'est vrai que parfois en discutant, ça permet parfois d'assouplir, que ce soit avec que ce soit avec des agriculteurs, avec des pêcheurs, ou avec des gens avec qui on a des intérêts communs ou des passions communes, même parfois qu'on peut revoir. On peut avoir un service d'ordre très difficile, et le lendemain, vous allez croiser la même personne dans la rue, et puis, ma foi, ça se passera, je dirais, correctement bien, quoi, hein. Le tout, c'est d'éviter l'incident. Et c'est vrai que le facteur humain est très important, mais nous y travaillons énormément, mais c'est également notre vécu, notre analyse qui fait que notre but à nous, c'est d'éviter quoi ? C'est d'éviter un incident. On ne veut pas que nos personnels soient blessés, mais on ne veut pas qu'en face non plus il y ait des blessés, puisqu'en face, ça peut être des membres de ma famille, d'autres familles, des enfants. Nous sommes pères de famille la plupart, qui ne disent pas qu'un jour mes enfants seront peut-être en face sur une manifestation, puisqu'ils auront envie de manifester. Et malheureusement, peut-être qu'une minorité de cette manifestation fera dégénérer, qu'il y aura peut-être malheureusement des victimes collatérales. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour qu'un maintien de l'ordre se passe le mieux possible au niveau des règles. Et c'est pour ça que nos compagnies, elles sont républicaines. Elles sont républicaines. C'est simple, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut que vous perceviez ça, c'est que nous sommes des gens responsables. Nous commandons des personnels dans la légalité républicaine. Voilà. Merci pour cette réponse. Commandant Lemuel et le commandant Gomez ont demandé la parole avant que je la passe à Hugues Fourage, qui est impatient. Non. Commandant Lemuel. Oui. Monsieur le Président, vous parliez du processus d'élaboration de la décision. Sur un exercice, le responsable du service n'est jamais tout seul, en fait. Il y a le plus souvent à la salle de commandement l'autorité civile, il y a le directeur départemental de la sécurité publique, il y a un représentant CRS, un représentant gendarmerie s'ils sont présents. Donc ça s'élabore conjointement, en fait. Tout le monde apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Mon camarade Roland Guillou l'évoquait à l'instant, le commandant d'unité sur le terrain aussi son ressenti, et lorsqu'une instruction lui paraît peu adaptée, il peut aussi faire remonter l'information. Voilà, ça fait aussi partie du processus d'élaboration. Pour permettre aux directeurs, au DDSP et au préfet d'une manière générale, de prendre les bonnes décisions au bon moment. La DCCRS dispose d'un outil assez remarquable, je ne fais pas de propagande, mais voilà. On a un espèce de car régie, ça s'appelle le SARIS, c'est avec des caméras asservies qui permet d'avoir des images sur l'ensemble du service, et ça permet de mieux ressentir les choses et de voir, de constater de visu la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est un outil précieux. Voilà, donc je voulais évoquer ça avec vous. Et pour l'aspect humain, on en parlait tout à l'heure, et Roland l'a parfaitement développé, c'est extrêmement encadré chez nous. Du commandant jusqu'au garçon qui va lancer le projectile, il y a toute une chaîne hiérarchique avec des gradés anciens,
parce que comme nous, ils ont fait l'essentiel de leur carrière en CRS, qui ont suffisamment de recul et de vécu pour ne pas avoir une réaction, je dirais, épidermique sur l'instant. Donc c'est extrêmement encadré, il n'y a rien qui se passe par hasard en fait. Voilà. Commandant Gomes, vous vouliez intervenir. Oui, pour répondre à la question de Madame le député, concernant le stress, les réactions des hommes, l'humain, il faut bien considérer que notre but permanent, c'est, comme le disait mon camarade, de ne pas avoir de blessés dans nos rangs le moins possible, mais aussi de ne pas avoir de blessés en face. Et quel que soit le type de manifestation, c'est notre souci principal, du début à la fin de la manifestation. Alors évidemment, quand c'est une manifestation tranquille qui n'exige pas l'engagement de moyens particuliers, ça reste simple. Mais quand la manifestation dégénère énormément, comme à Quimper en fin 2013 ou à Nantes en février 2014, là, il est beaucoup plus difficile de tenir le cap, à savoir atteindre l'objectif qui nous est fixé par le décideur, par le préfet, par le DDSP, sans avoir en face de nous des gens qui tombent, bien qu'on emploie des moyens assez lourds. C'est pour ça que, d'une façon générale, nous retardons le plus possible la réaction, l'usage de la force, l'emploi de la force, et nous nous entraînons à subir, pendant nos exercices, des pressions fortes, voire des agressions physiques réelles. Donc, pour répondre à votre question, Madame le député, nos gens sont habitués à l'entraînement, à recevoir des projectiles de toute nature, contondants, incendiaires, de l'acide. On s'entraîne énormément, malgré le volume quand même qui est relativement faible. J'ai parlé de 25 jours d'entraînement par an. Nous nous entraînons au plus près de la réalité. Et c'est pourquoi nos gens, étant habitués à l'entraînement à recevoir des projectiles de toute nature, ne sont pas plus émus que cela quand ça arrive dans la réalité. Donc entraînement et discipline pendant l'opération. Et la discipline, donc l'entraînement, c'est primordial, mais la discipline, c'est essentiel. Essentiel parce que personne chez nous ne peut prendre l'initiative d'une riposte, quel que soit le moyen employé, si le commandant d'unité ne l'a pas décidé. Commandant ou un officier quand l'unité est scindée en 2 ou en 3. Il n'y a pas de réponse individuelle, ça a été évoqué, il n'y a pas de réponse individuelle du personnel engagé dans une opération difficile. Voilà, et j'ajoute que... Pardon. Notre souci étant de préserver les manifestants le plus possible, c'est un souci essentiel. D'une part, nous acceptons de différer la riposte que la loi nous permet d'exercer, parfois pendant des heures, comme ce fut le cas à Quimper en novembre 2013, et nous n'employons que les plus faibles moyens de riposte, alors que la loi parfois et l'autorité civile nous permettent d'utiliser des moyens beaucoup plus lourds. Et là, c'est à cet instant que notre rôle est vraiment primordial, puisque notre habitude, notre expérience nous permet de relativiser les situations de violence et de ne riposter qu'avec mesure, en décalage parfois, avec les moyens qui nous sont permis d'employer. Courage. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir effectivement sur cette dimension psychologique, humaine. Je voudrais vous poser une question. On voit bien qu'il y a des opérations de maintien de l'ordre qui sont plus difficiles que d'autres, qu'il y a une montée en violence dans un certain nombre de zones. Est-ce que dans vos unités, vous sentez une tension palpable avant d'aller en mission sur telle ou telle zone? Je pense par exemple à Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, un facteur psychologique qui, aujourd'hui, compte tenu des événements et du passé récent, ferait qu'il y aurait une petite tension ou une difficulté? J'entends bien qu'il y a de la formation, qu'il y a de l'entraînement, mais est-ce que à ce titre-là, ça veut dire que vous choisissez au sein telle ou telle compagnie ou pas? Est-ce que vous pouvez arriver jusqu'à éventuellement
éliminer telle ou telle personne qui aurait, justement, vous le disiez tout à l'heure, mon commandant, vous ne mettez pas n'importe qui à n'importe quel endroit. Donc, est-ce que ça va jusqu'à cette question-là? Et puis, je voudrais aussi vous poser, lorsque vous êtes dans une opération de maintien de l'ordre, vous avez évoqué Quimper et ainsi de suite, par exemple, et que j'ai bien compris qu'il y avait un groupe, que dans un groupe, il y avait un chef, et que dans tout ça, et que c'était le chef qui organisait en lien avec l'autorité civile. Mais est-ce qu'au bout de quelques heures, si un des membres du groupe, parce qu'un groupe c'est quand même composé d'individualités quand même si le groupe peut avoir sa propre existence, si au sein du groupe vous sentez un de vos éléments flancher, est-ce que vous allez jusqu'à éventuellement le retirer, le mettre à l'arrière, lui demander d'aller faire autre chose pendant un temps? Est-ce que ça va jusque-là dans votre management de l'opération de maintien de l'ordre? Commandant Le Mabec. Ouais, donc pour essayer de répondre à cette difficile question, il faut savoir que la vie d'une unité de CRS, elle dépasse largement le cadre du maintien de l'ordre. Nous sommes une unité constituée sur du maintien de l'ordre, nous sommes un travail de groupe. Il faut savoir que la vie d'une unité, c'est 200 jours de vie commune par an. Donc il y a un travail, si vous voulez, au niveau, non pas psychologique, mais les gens apprennent à se connaître. Il y a une cohésion qui dépasse le cadre du travail, qui nous aide beaucoup, nous, au niveau de l'articulation ensuite opérationnelle, pour constituer des groupes qui travaillent non seulement par compétences techniques, mais également par affinité. Des gens qui se reconnaissent entre eux, des gens qui reconnaissent, plus presque par amitié, si vous voulez, que par hiérarchie, le rôle du chef hiérarchique. Et ça, c'est vrai que ça nous aide beaucoup, si vous voulez, dans l'accomplissement des missions. Maintenant, il est certain que au sein de nos formations, il peut y avoir des faiblesses. La faiblesse individuelle existe. Il est certain que ça peut apparaître. Au niveau de la formation, comme tout à l'heure la question a été posée, nous allons jusqu'à évoquer justement le cas d'une riposte individuelle instantanée en dehors de ce qu'on vient de décrire, à savoir de notre cadre organisé. Nous mettons nos fonctionnaires devant leurs responsabilités, c'est-à-dire que nous allons jusqu'au bout des choses en leur précisant bien les conséquences juridiques et judiciaires que pourrait entraîner une action individuelle si elle n'est pas contrôlée. Donc ça, c'est une première chose. Et également, dans une collectivité, sur un déplacement de 3 semaines, nos déplacements, on va dire, de sécurité générale et de maintien de l'ordre, en général, font son déplacement de 3 semaines. Des baisses de morale, il peut y en avoir. On essaie de les déceler en cours de déplacement en dehors des opérations. Nous avons tout un dispositif de relève des effectifs qui nous permet, si un fonctionnaire a un problème, de le renvoyer sur la résidence, de le faire remplacer par un autre fonctionnaire pour garder notre potentiel opérationnel. Et si, sur une opération, il s'avérait que soit le chef de groupe, soit un chef de section, soit le commandant d'unité constate que un fonctionnaire n'est pas dans son, on va dire dans son assiette, n'est pas mentalement dans le service, nous prenons la décision tout simplement de le mettre à l'abri pour ne pas remettre en cause la sécurité du groupe auquel il appartient et donc de toute l'entité. L'intervention du commandant Gomes m'avait suggéré une question à laquelle le commandant Le Mabec m'a donné un élément de réponse, je pense, mais je voudrais me le faire confirmer. On voit bien, et c'est remarquable, les modalités d'emploi, de self-control qui sont prévues, etc. Tout cela n'exclut pas néanmoins la possibilité d'arguer de la légitime défense. Et puisque c'est ce que vous avez dit, mon commandant, vous expliquez à vos effectifs, quand j'ai compris, quand vous parliez du risque juridique que pouvait entraîner une réaction individuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, une réaction individuelle ne va être tolérée, enfin ne va être admissible du point de vue du droit qu'à partir du moment où elle met en jeu la légitime défense. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est possible. Concernant la légitime défense, le sujet a souvent été évoqué en interne. Il en est ressorti qu'il n'y a pas de légitime défense individuelle quand on est en unité constituée. Donc il y a l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Et la légitime défense ne joue que quand le fonctionnaire se trouve isolé dans une situation de maintien de l'ordre, ce qui peut arriver. Auquel cas, évidemment,
en l'absence d'autorité légitime présente sur les lieux, les règles je crois que c'est le 122 du Code pénal, l'article 122 du Code pénal, jouent concernant un fonctionnaire des CRS engagé en opération, dès lors que sa vie est menacée et qu'il se trouve seul, voilà, ou qu'il n'est plus sous l'autorité légitime. Une dernière question, M. Delcourt. Président, bien que notre commission d'enquête ait à vision prospective, je m'en voudrais pas vous poser celle qui est d'actualité en vertu de l'application du plan Vigipirate, attentat rouge, etc. Nous croyons savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes sont épuisés. Pouvez-vous nous dire si c'est un constat chez vous et quelles sont les conséquences s'il se devait qu'il y ait dans le même temps des interventions dans le cadre du maintien de l'ordre de grande ampleur? Allez-y, commandant. Oui, donc concernant la fatigue des personnels, effectivement, c'est une question qui est évoquée actuellement du fait du fort emploi des forces mobiles et des policiers en général depuis les attentats de janvier notamment, et depuis la multiplication des missions de garde statique des médias, des établissements israélites et bien d'autres. L'avantage, alors effectivement, ça provoque un taux d'emploi un peu supérieur à la règle habituelle, au taux habituel. Mais l'avantage chez nous, c'est que nous avons un système de gestion interne qui permet de prendre les congés annuels étalés sur l'année. Ce qui veut dire que nous avons toujours le même pourcentage de personnel en congé de janvier à décembre. Ce qui autorise le personnel à bénéficier de périodes de congés non limitées. Le volume de congés, évidemment, lui, est limité. Mais les gens peuvent prendre des petites périodes de congés ou d'autres de longues périodes de congés. Donc on étale les congés, ce qui permet une récupération quand même relativement aisée des personnels. Bien. Si vous considérez que nous avons fait le tour, on va vous remercier pour votre participation. C'était une formule que nous avons un peu inaugurée avec vous aujourd'hui et qui s'avère finalement très efficace. Merci beaucoup en tout cas.